Alors, c'est une tradition dans ce festival, depuis pratiquement son origine, non seulement d'évoquer des livres parus, bien entendu, au cours de l'année littéraire qui vient de s'écouler, mais d'annoncer des livres qui paraîtront plus tard à la rentrée littéraire. Et c'est le cas du livre de Brigitte Giraud, qui s'appelle « Vivre vite » et qui paraîtra le 24 août prochain et qui sera donc dans ce qu'on appelle la rentrée littéraire et la compétition pour les prix littéraires, puisque c'est une situation propre à la littérature française, je crois. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde, avec tous les prix littéraires qui seront décernés en novembre, disons. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui sont décernés. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à tous les livres qui sortent. Alors c'est une année plus paisible, je crois. Il y a moins de 600 livres qui vont sortir dans cette rentrée littéraire. Une sorte d'économie de la part des éditeurs, période assez difficile, assez compliquée, pour toutes sortes de raisons que vous n'êtes pas censé ignorer. Voilà, alors est-ce que je vous présente Brigitte Giraud? Bien sûr, je crois un petit peu. Donc elle est quand même à l'origine d'une œuvre maintenant assez importante. Ça fait quelques années que Brigitte écrit des ouvrages. Certains même ont été récompensés. Son ouvrage « L'amour est très surestimé », qui est un recueil de nouvelles paru en 2007, avait obtenu à l'époque le prix Goncourt de la nouvelle. Une vingtaine d'ouvrages parus. Une dizaine. Une dizaine d'ouvrages parus. Mais Brigitte a également été longtemps éditrice d'une collection aux éditions Stock. Merci de me souffler, qui s'appelait La Forêt, dans laquelle elle a publié et aidé à faire découvrir des auteurs comme Fabio Viscogliosi, comme Dominique A. Anne Savelli. Dominique A, qui donne son titre au recueil de nouvelles dont je viens de parler, L'amour est très surestimé. Ouais. Anne Savelli, Mona Thomas, Sébastien Berlandis, voilà, etc. Et puis, voilà quelques titres. Brigitte a rejoint les éditions Flammarion. C'est le 3e livre qui paraît après Un loup pour l'homme, un livre dans lequel elle évoquait la rencontre de ses parents et sa propre naissance. Oui, la guerre d'Algérie. Dans le contexte de la guerre d'Algérie, voilà. Et puis Jour de courage, quelques années plus tard, dont tu peux dire 2 mots. Alors, Jour de courage, bonjour déjà à tous. Jour de courage, c'était en 2019, donc ça fait 3 ans. C'est un roman assez bref qui met en scène un lycéen, Livio, qui a 17 ans, qui, à l'occasion d'un exposé en cours d'histoire sur la montée du nazisme et sur les premiers autodafés nazis, va raconter l'histoire fabuleuse de ce médecin juif allemand, Magnus Hirschfeld, qui a été le premier homme sur la planète à œuvrer pour l'égalité homme-femme et pour la défense des droits des homosexuels. On est dans les années 20 à Berlin. Et à l'occasion de cet exposé, ce jeune garçon va faire, sans jamais parler de lui, sans jamais dire « je », ce qui peut ressembler à un coming out. Voilà, donc ça c'était il y a 3 ans. Voilà, et puis donc maintenant, Vivre vite. Donc Vivre vite, c'est le titre de cet ouvrage qui paraîtra donc le 24 août prochain. Alors, comment introduire ce livre? Pour dire, c'est à un moment donné de la vie de Brigitte, un drame est survenu, son compagnon, son mari, son amoureux, a eu un accident de moto qui lui a été fatal. Voilà, bien des années ont passé. Alors, pratiquement sur le coup, Brigitte avait déjà consacré un ouvrage à ce drame qui s'appelait « À présent », paru peu de temps après. 2 ans après. 2 ans après, qui était une sorte de témoignage coup de poing sur ce qui se passe quand quelqu'un décède et ce qui est fait, comment vit la personne qui reste, la survivante. C'était un livre vraiment, je veux dire, avec des images tellement fortes, moi, qui me hantent encore. Je dois dire que j'ai lu il y a fort longtemps une espèce de mélange entre l'immense drame et parfois la trivialité de certains détails. Et c'est la confrontation de ces 2 niveaux d'événements qui font de ce livre quelque chose de très spectaculaire et de très entêtant pour le lecteur.
Voilà, donc 20 ans après, tu souhaites revenir sur cet événement. C'est quoi le premier... Pourquoi ? Voilà, pourquoi revenir sur cette chose si douloureuse ? Pourquoi et comment y revenir ? Ouais, 20 ans, oui, plus de 20 ans se sont écoulés, et quand j'ai publié À présent, qui était en effet plutôt un livre de la déflagration, un livre de la sidération, pour lequel j'avais très peu de distance, je savais, j'ai su très vite qu'il me faudrait revenir en effet sur cet événement qui coupe ma vie en deux et celle de mon fils, comme si je n'avais pas été à la hauteur. Je m'étais dit qu'il faudrait qu'un jour je fasse le livre de ma vie, enfin pour moi, le livre qui soit à la hauteur à la fois de cet homme avec qui j'ai passé de longues années, qui soit à la hauteur de l'histoire d'amour, et puis qui soit à la hauteur de l'événement qui est un accident, comme tous les accidents, qu'on ne voit pas venir et qui questionne complètement votre rapport au quotidien, à l'univers, à l'autre, à la question politique, absolument à tout, qui est comme un reset de votre existence. Mais pour autant, pour que je puisse me permettre d'écrire ce livre qui serait une enquête auprès de notre quotidien le plus trivial, pour savoir comment on en arrive, comment nos vies arrivent par une sorte de généalogie à provoquer ce moment fatal. Il fallait que j'ai la bonne distance, il fallait que je sois dans une pleine énergie, et il fallait que j'ai le temps de mener une enquête assez grande autour de tout ce qui a précédé, les semaines, les mois et même les années qui ont précédé. Et puis ce qui a été l'élément déclencheur en fait pour l'écriture de ce livre, c'est la maison dans laquelle je vis, dans laquelle j'ai emménagé avec mon fils 3 jours après l'accident, puisque l'accident a eu lieu 3 jours avant l'emménagement, donc on a emménagé seulement mon fils et moi, et cette maison a été l'endroit où il a fallu apprendre après la colère et tout ce qui a suivi à se réinventer. Et là, en ce moment, les promoteurs, comme partout en France et peut-être partout dans le monde, sont en train de rebattre toutes les cartes de nos existences quotidiennes et de nos lieux de vie. Et les promoteurs sont en train de m'obliger à quitter cette maison de façon plus ou moins proche. Et au moment mentalement de me projeter dans l'idée d'un nouveau déménagement, c'est-à-dire de repasser par tous les objets qu'il faut trier, qu'il faut mettre en carton, c'est comme si je faisais un état des lieux, et là je me rends compte, un état du propriétaire, et là je me rends compte en fait que l'accident que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident de façon directe ou indirecte. C'est un livre qui parle beaucoup des questions immobilières, nos obsessions à vouloir acheter, racheter, revendre, le petit bout de terrain, la terrasse qu'on voudrait, planter des hortensias, enfin toutes ces choses-là qui nous envahissent, en tout cas moi, qui m'ont envahi copieusement pendant ces années, qui n'ont jamais cessé de m'envahir parce que j'ai toujours été à la recherche du lieu idéal. Et ce que je me disais, c'est qu'en recherchant le lieu idéal, qui est le lieu qui est censé nous mettre à l'abri, ça a été finalement une façon de s'exposer au danger, ce qui est parfois très, très curieux. Voilà, donc ça a été le déclic de l'écriture. Et juste une dernière chose, comme l'accident n'a pas de cause réelle et de cause objective, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le rapport de police ne dit quasiment rien, et c'est vrai que quand on n'a pas de réponse à tout un questionnement qui ne cesse de vous hanter, on est obligé de mener une enquête sur ce qu'on vit, et un cerveau qui n'en finit pas de galoper, c'est un cerveau qui finit par générer de l'écriture. Et voilà, donc ça a pris beaucoup de temps, mais le temps est venu. Voilà, donc comme le livre, comme vous l'avez bien compris, n'est pas encore disponible, Brigitte va vous en lire quelques pages au cours de cette conversation, différents moments du livre. Hein. Okay. Alors je vais vous lire le tout début. Après avoir résisté pendant de longs mois, après avoir ignoré jour après jour les assauts des promoteurs qui me pressaient de leur céder les lieux, j'ai fini par rendre les armes. Aujourd'hui, j'ai signé la vente de la maison.
Quand je dis la maison, je veux dire la maison que j'ai achetée avec Claude il y a 20 ans et dans laquelle il n'a jamais vécu, à cause de l'accident, à cause de ce jour de juin où il a accéléré sur une moto qui n'était pas la sienne, sur un boulevard de la ville, inspiré par Louride peut-être, qui avait écrit « Vivre vite, mourir jeune », des choses comme ça, dans le livre que Claude lisait alors, que j'ai retrouvé posé sur le parquet au pied du lit et que j'ai commencé à feuilleter la nuit qui a suivi. Vivre vite, mourir jeune, jouer aux méchants, tout saloper. J'ai vendu mon âme et peut-être la sienne. Le promoteur a déjà acheté plusieurs parcelles, dont celle du voisin, sur laquelle il projette de construire un immeuble qui viendra dominer le jardin, qui viendra plonger sur mon intimité du haut de ses 4 étages et aussi masquer le soleil. C'en est fini du silence et de la lumière. La nature qui m'entoure se changera en béton et le paysage disparaîtra. De l'autre côté, il est prévu que le chemin devienne une route qui empiétera chez moi pour favoriser l'accès au quartier à vocation désormais résidentielle. Le chant des oiseaux sera recouvert par des bruits de moteurs. Des bulldozers viendront raser ce qui était encore vivant. Quand nous avons acheté, Claude et moi, cette année 1999, où les francs se convertissaient en euros et où le moindre calcul nous obligeait à une règle de 3 infantilisante, le plan d'occupation des sols, ou POS, indiquait que nous étions en zone verte, autrement dit, que le secteur n'était pas constructible. Le propriétaire de la maison voisine nous informait qu'il était interdit de couper un arbre sous peine de devoir le remplacer. Chaque once de nature était sacrée. C'est pour cela que ce lieu nous avait séduits. On pourrait y vivre caché, à la lisière de la ville. Il y avait un cerisier devant les fenêtres, un érable qu'une tempête a déraciné l'année où je suis retournée en Algérie, et un cèdre de l'Atlas dont j'ai appris récemment que la résine était utilisée pour embaumer les momies. D'autres arbres ont été plantés, par moi, ou ont poussé seuls, comme le figuier qui s'est invité contre le mur du fond. Chacun raconte une histoire. Mais Claude n'a rien vu de cela. Il a juste eu le temps de visiter, en poussant des sifflements d'enthousiasme, de constater l'ampleur des travaux à envisager et de repérer l'endroit où il pourrait garer sa moto. Il a eu le temps de mesurer les surfaces, de se projeter dans l'espace en dessinant quelques gestes dans les airs, de signer chez le notaire, d'ironiser dans le bureau du Crédit Mutuel au moment de répartir le pourcentage de l'assurance du prêt sur nos 2 têtes. Les lieux avaient un fort potentiel, comme on dit dans le jargon immobilier. Cette affaire de rénovation nous électrisait. On pourrait écouter la musique fort sans gêner ce voisin qui comptait les arbres et dont le vaste terrain s'étendait derrière une haie naturelle. On pourrait poser nos valises pour une vie entière et faire des plans sur la comète à gogo. J'ai emménagé seul avec notre fils, au cœur d'un enchaînement chronologique assez brutal. Signature de l'acte de vente, accident, déménagement, obsèques. L'accélération la plus folle de mon existence, l'impression d'un tour de grand 8, cheveux au vent, avec la nacelle qui se détache. J'écris depuis ce décor lointain où j'ai atterri et d'où je perçois le monde comme un film un peu flou qui a longtemps été tourné sans moi. La maison était devenue le témoin de ma vie sans Claude, une carcasse qu'il m'avait fallu apprendre à habiter, et dans laquelle j'avais abattu des cloisons avec de grands coups de masse à la hauteur de ma colère. C'était une maison un peu bancale, avec son terrain à défricher, que nous avions espéré transformer en jardin. Au lieu de rénover, j'avais eu l'impression de défoncer, de saccager, de déclarer la guerre à ce qui me résistait, le plâtre, la pierre, le bois, des matières que je pouvais martyriser sans que personne me jette en prison. C'était ma vengeance minuscule face au destin, mettre des coups de pied dans la tôle d'une porte battante, des coups de cisaille dans une toile de jute crasseuse, casser des vitres en poussant des cris, tout en tentant de préserver un cocon au cœur du chaos pour que notre fils y dorme à l'abri, un petit terrier aux couleurs vives, avec des couettes et des oreillers de plumes, des dessins accrochés malgré tout au-dessus du lit, et de la moquette épaisse, un rempart contre la peur et les fantômes de la nuit. Au fil des ans,
j'ai fini par apprivoiser cette maison que j'avais prise en grippe. Après avoir habité les lieux en somnambule, après avoir confondu le matin et le soir, j'ai cessé de me cogner au mur et j'ai commencé à les repeindre. J'ai arrêté de massacrer les cloisons et les faux plafonds, de considérer chaque mètre carré comme une puissance ennemie. J'ai calmé ma furie et j'ai accepté d'enfiler le costume d'une personne fréquentable. Il me fallait revenir au marché des vivants. Celui qui disait que j'étais veuve, je le passais au lance-flammes. Sidérée de chagrin, oui. Veuve, non. Mais il me fallait encore venir à bout des mauvaises herbes qui envahissaient le jardin. Pendant des mois, j'ai arraché tout ce qui me passait sous la main en des gestes répétitifs et inquiétants. J'ai appris le nom du chien-dent officinal, de l'ortie brûlante ou du pourpier, que j'ai fait flamber dans des brasiers clandestins, à la nuit tombée. On n'avait pas le droit de faire du feu à cause des particules fines. J'ai éradiqué les plantes invasives comme l'ambroisie et le lierre qui rampait dans l'ombre et, à force de traquer les indésirables, j'ai éclairci la parcelle de terrain en même temps que je chassais les ombres sous mon crâne. Petit à petit, je me suis mise à habiter bourgeoisement les lieux, comme l'enjoignait l'une des clauses du contrat d'assurance que j'avais souscrit pour nous protéger en cas d'incendie, de dégâts des eaux ou de cambriolage. Un malheur n'en a jamais empêché un autre, selon la fameuse loi de Murphy qui ne m'avait pas échappé. Je devenais moins enragée et je parvenais à dessiner les plans des 2 niveaux tels que nous les avions envisagés, Claude et moi. Je savais exactement ce qu'il aurait aimé, les matériaux auxquels il avait songé. Je consultais les pages que nous avions cornées dans le catalogue Lapeyre. J'avais fini par retrouver mes esprits, puis par rencontrer les artisans qui viendraient couler une dalle, changer une poutre ou carreler un sol abîmé, qui viendraient refaire la salle de bain ou installer le chauffage central. Peut-être qu'un jour, j'aurai à nouveau envie de prendre un bain. Il m'est arrivé d'éprouver du plaisir en choisissant une couleur, en harmonisant une peinture avec le bois d'une porte. Il m'est arrivé de trouver belle la façon dont la lumière rasante entrait dans la cuisine juste avant le repas du soir. Mais je ne comprenais pas à qui s'adressait cette lumière. Je préférais les jours de pluie, qui au moins ne prétendaient pas me divertir de ma tristesse. J'avais décidé que la maison serait ce qui me relierait à Claude, ce qui donnerait un cadre à cette vie nouvelle que notre fils et moi n'avions pas choisi. Il s'agissait encore de notre fils, alors qu'il faudrait apprendre à dire « mon fils », comme il me faudrait finir par dire « je » à la place de ce « nous » qui m'avait porté, ce « je » qui m'écorchera, qui dira cette solitude que je n'ai pas voulu, cette entorse à la vérité. J'ai maintenu l'idée de créer le petit studio d'enregistrement dont Claude avait envie depuis longtemps, une pièce insonorisée où il avait espéré pouvoir s'isoler pour travailler et qui aurait contenu les instruments qu'il possédait, une basse, une guitare et le synthétiseur qu'il venait juste d'acquérir, un Sequential Circuit 6 Tracks, pardon de le mentionner mais cela a son importance, sur lequel il pianotait avec un casque sur les oreilles. J'avançais patiemment. Il me faudrait presque 20 ans pour venir à bout de toutes les pièces, toutes les surfaces. Je n'ai changé les fenêtres que l'an dernier. Je viens juste de repeindre les volets, si j'avais su. Toute cette peine pour qu'un promoteur finisse par tout raser. Je n'ai jamais fait ravaler la façade, toujours dans son jus un peu sale. Cela coûtait trop cher. Je n'ai jamais fait poser la terrasse de bois comme nous l'avions projeté. J'ai eu tellement raison. Ce qui m'importait était autre. Je n'étais obsédée que par une chose, que je tenais secrète pour ne pas effrayer mon entourage. Je n'en parlais pas, ou plutôt je n'en parlais plus, parce qu'au-delà de 2 ou 3 ans, cela aurait semblé suspect que je montais à vouloir comprendre comment était arrivé l'accident. Un accident dont on n'a jamais expliqué la cause, ce qui fait que mon cerveau n'en a jamais fini de galoper. Il m'a fallu tout ce temps pour savoir si ce mot « destin » que j'entendais prononcer ici ou là avait un sens. Au moment où je suis obligée de quitter les lieux pour qu'une route soit construite à la place de la maison, il me faut faire un dernier point qui me permettra de clore l'enquête. C'est un comble qu'une route me passe dessus après que Claude est mort sur la route. Une route au moment où la planète crève de toutes ces routes qui accélèrent la consommation de gaz carbonique. Claude aurait ri de cette ironie du sort. Le livre du critique rock américain Lester Bangs qu'il était en train de lire
posée au pied du lit, avec cette phrase de Lou Reed, d'abord attribuée à James Dean, que j'avais repérée, a comme titre « Psychotic Reactions et autres carburateurs flingués ». Une histoire de carburateur, on n'en sort pas. Je fais une dernière fois le tour de la question, comme on fait le tour du propriétaire, avant de fermer définitivement la porte, parce que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident. Si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je ne m'étais pas entêtée à visiter cette maison, si mon grand-père ne s'était pas suicidé au moment où nous avions besoin d'argent, si nous n'avions pas eu les clés de la maison à l'avance, si ma mère n'avait pas appelé mon frère pour lui dire que nous avions un garage, si mon frère n'y avait pas garé sa moto pendant sa semaine de vacances, si j'avais accepté que notre fils parte en vacances avec mon frère, si je n'avais pas changé la date de mon déplacement chez mon éditeur à Paris, si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour, si j'avais eu un téléphone portable, si l'heure des mamans n'avait pas été aussi l'heure des papas, si Stephen King était mort dans le terrible accident qu'il avait eu 3 jours avant Claude, s'il avait plu, si Claude avait écouté Don't Panic de Coldplay et non pas Dirge de Death in Vegas avant de quitter le bureau, si Claude n'avait pas oublié ses 300 francs dans le distributeur de la Société Générale, si Denis R. n'avait pas décidé de ramener la 2 chevaux à son père. Si les journées qui ont précédé l'accident ne s'étaient pas emballées dans une suite d'événements, tous plus inattendus les uns que les autres, tous plus inexplicables, et surtout, pourquoi Tadao Baba, cet ingénieur japonais plein de zèle qui a révolutionné l'histoire de la firme Honda, entre-t-il par effraction dans mon existence alors qu'il vit à 10 000 km? Pourquoi la Honda 900 CBR Fireblade, lame de feu, fleuron de l'industrie japonaise, sur laquelle roulait Claude ce 22 juin 1999, était-elle réservée à l'exportation vers l'Europe et interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse? Je reviens sur la litanie des si qui m'a obsédée pendant toutes ces années et qui a fait de mon existence une réalité au conditionnel passé. Quand aucune catastrophe ne survient, on avance sans se retourner, on fixe la ligne d'horizon, droit devant. Quand un drame surgit, on rebrousse chemin, on revient hanter les lieux, on procède à la reconstitution, on veut comprendre l'origine de chaque geste, chaque décision, on rembobine 100 fois, on devient le spécialiste du cause à effet, comme Fischli et Weiss furent les artisans du cours des choses. On traque, on dissèque, on autopsie. On veut tout savoir de la nature humaine, des ressorts intimes et collectifs qui font que ce qui arrive arrive. Sociologue, flic ou écrivain, on ne sait plus, on délire. On veut comprendre comment on devient un chiffre dans des statistiques, une virgule dans le grand tout, alors qu'on se croyait unique et immortel. Merci. Alors, Donc, je vais peut-être... tu viens de citer ces artistes suisses, Fischli et Weiss, et on va vous... Voilà. Parce que le livre est construit de cette façon, vous allez voir le cours des choses. Une chose en entraînant une autre. Alors, c'est pas d'une qualité merveilleuse, mais...
Donc on comprend bien l'équivalent que tu as souhaité organiser. Donc à l'occasion de cette remémoration obsessionnelle, tu utilises ce temps-là que tu définis, le conditionnel passé. Ouais. Si il ne s'était pas passé, tu en as dressé la liste. Si je n'avais pas souhaité changer d'appartement, si mon frère n'avait pas prêté sa moto, si ma mère n'avait pas dit à mon frère, etc. Voilà comment tu as construit cet enchaînement de circonstances finalement qui conduisent au drame, quoi. C'est le principe que tu as adopté. Oui, parce que depuis le début, je savais qu'il y avait eu, comme je le dis, tout un tas de dysfonctionnements, et puis tout un tas de moments qui avaient été détournés de leur chemin initial. Le jour où je devais aller à Paris, comme j'ai eu les clés, comme j'ai fait le forcing auprès du notaire pour avoir les clés à l'avance, pour qu'on puisse déjà emmener des cartons quand on est excité d'avoir un nouveau lieu. On veut vite entrer dans les lieux, donc pour commencer à emmener des cartons, donc j'ai dû déplacer l'aller-retour à Paris, donc il y a tout un chapitre. Chaque chapitre parle en fait de la vie quotidienne et de voir comment une existence se construit avec chaque jour dans votre quotidien un choix. Est-ce que je pars au marché, ou est-ce que je passe à la bibliothèque après, ou est-ce que je vais d'abord chercher mon fils et puis que voilà, tous les jours on est obligé de répondre à certains choix, parfois des choix qui sont considérables dans nos vies, puis parfois c'est des petits choix de rien du tout, tout en sachant, comme je dis, que tout cela, quand ça n'a aucune conséquence, on ne va pas mener l'enquête sur les journées qu'on vient de passer, mais ça me donnait l'occasion aussi de revenir sur des obsessions qui traversent tous mes livres, qui sont la question de la famille. Qu'est-ce qu'une famille ? Pourquoi à un moment je me sens obligée à 36 ans d'appeler ma mère pour lui dire « Maman, j'ai les clés ». Qu'est-ce que c'est que ça veut dire quoi ? Donc il y a tout un chapitre qui interroge ça, à quel moment on peut se passer du regard de sa mère. Qu'est-ce que c'est qu'une famille entre la solidarité et l'ingérence, où est la limite, qui se mêle des affaires de qui. Quand mon frère nous propose d'emmener notre fils en vacances, moi je me dis, oh là là, mon frère, j'ai entendu dire par ma mère que ce serait un studio au bord de la mer, qu'il y avait une route à traverser, qu'ils auraient un petit bateau à moteur. Donc je me dis, oh là là, mon fils ne sait pas nager, donc je veux le protéger de ça. Donc finalement, il n'y va pas, mais c'est ce qui aurait pu éviter l'accident. Enfin voilà. Et tout le livre se déploie de cette façon. C'est un livre qui questionne aussi beaucoup la question du couple. Qu'est-ce qu'un couple ? Quelle tâche on laisse à l'autre, comment on se situe en son absence, qu'est-ce qu'on fait. Je vous lirai un passage au moment où je suis à Paris, justement, où j'aurais dû passer un coup de fil, et ce coup de fil, je ne le passe pas. Mais, donc ce livre parle aussi des différentes responsabilités qui n'en sont pas, c'est-à-dire on fait tous ce qu'on croit bien pour nos existences, pour soi-même, pour les autres et pour la situation présente. C'est un livre qui pose aussi la question du destin, cette grande question, le rapport au hasard, aux coïncidences, au destin. C'est quand même une question qui nous préoccupe, et on sait très bien qu'il n'y a pas de destin, et en même temps, il y a ce constructeur japonais, le Japon, qui est très loin de mon centre névralgique d'existence. Il se passe un truc là-bas, ça ne me gêne pas jusqu'au moment où ce qui se passe là-bas finit par prendre le bateau, par passer par le canal de Suez, par détourner, faire le tour de la France, arriver au port du Havre, arriver à Paris chez un concessionnaire, puis à Lyon, puis chez mon frère, et puis de chez mon frère. Voilà, ça c'est extrêmement passionnant de mener l'enquête là-dessus, qui était ce fameux Tadao Baba. Donc ça, j'ai enquêté sur cet ingénieur totalement incroyable, qui est une véritable star au Japon. En enquêtant, j'ai découvert qu'il y avait tout un tas d'objets à son effigie, des tapis de tatami, des t-shirts, des rideaux de douche. Vous imaginez un rideau de douche à l'effigie de Tadao Baba. Ce veut dire le Japon, ce pays quand même, pays de l'instrument de musique, de la moto, de la technologie. Claude était un musicien, était un critique rock, c'est quelqu'un qui était très, très au quotidien en lien avec le Japon, Casio, Yamaha, etc., mais sans même s'en rendre compte. Et en menant toute cette enquête, j'ai évidemment, de fil en aiguille, je suis allée de découverte en découverte, et voilà, et le livre fonctionne comme un entonnoir qui questionne
le fameux destin. Mais pour que le fatum s'exerce, il faut quand même beaucoup de conditions, où chacune d'entre elles est suffisante. Alors là, contrairement à Fischli et Weiss, ce qui est prodigieux dans le travail de Fischli et Weiss, c'est que une action en génère une autre, qui en génère une autre, qui en génère une autre, etc. On est dans une action unique et une conséquence unique. Il y a aussi une expression qui s'appelle l'aile du papillon, c'est-à-dire à quel moment un petit bruissement d'aile à l'autre bout de la planète va finir par atteindre votre quotidien. Mais on en parlait tout à l'heure au déjeuner, et quelqu'un qui est un spécialiste en écho, comment il a dit, Alain Nicolas, en écométrie, enfin là, quelque chose de très pointu, expliquait que pour que le bruissement d'aile fonctionne, il faut que ce soit à conditions stables. Voilà, j'ai appris ça tout à l'heure, je trouve ça assez passionnant. Alors, qu'est-ce qu'une condition stable ? Mais bon, tout ce qui est physique, mathématiques, économie est évidemment aussi passionnant que la chose littéraire. Ce livre essaye de comprendre tout ça. Je ne sais plus ce que tu m'as... Oui, voilà. Et là, il ne fallait pas une condition unique. Oui, voilà. Ouais, il fallait plusieurs. Il fallait un faisceau de conditions. Donc, c'est aussi évidemment quelque chose d'assez littéraire et d'assez proche de la folie par moments. Je me disais qu'on est dans un roman autobiographique, mais on est aussi dans un roman pur, parce que c'est comme quand vous attendez quelqu'un qui n'arrive pas, votre cerveau émet tellement de scénarios et tellement d'hypothèses que vous êtes dans la fiction, et en même temps vous êtes dans l'auto-fiction. Voilà, donc la différence des deux est assez ténue. Alors j'avais une question un petit peu préalable, mais pourquoi se replonger dans un moment qui a été aussi douloureux? Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à quelqu'un comme Philippe Forest, où le drame initial de la perte de son enfant jeune vient irriguer tous ses livres, absolument tous ses livres, depuis l'enfant éternel jusqu'au plus récent. Est-ce que, par exemple, est-ce que ça constitue un exemple pour toi, tu vois, cette œuvre, et peut-être même une source d'inspiration ou une ouverture comme ça à des possibles? Alors en fait, l'accident n'est pas un moment, justement. C'est un moment qui génère une existence radicalement différente, avec d'autres, d'abord sans repères, et puis avec d'autres types de repères. Beaucoup de mes romans travaillent autour de la question de la métamorphose, comment on se réinvente autrement dans d'autres conditions, puisque le deuil, c'est l'idée de se réinventer différemment, enfin dans le meilleur des cas, quand on peut se réinventer, mais en faisant exploser un miroir et puis recomposer avec des bouts qui sont totalement, qui font un dessin complètement différent. Donc ça se fait sur un temps très long, et c'est aussi le temps de l'écriture et le temps de la maturation de tout ça. Et là, comme je disais tout à l'heure, comme il n'y a pas de cause réelle, il y a vraiment un besoin de compréhension et d'aller enquêter. Par exemple, le jeune homme qui arrivait avec sa 2 chevaux en face, qui n'y a absolument pour rien dans l'accident, mais qui est quand même impliqué, il a fallu que j'aille le rencontrer. J'ai mis 10 ans. J'ai mis 10 ans, et c'est quelqu'un qui avait 23 ans à ce moment-là, qui était aussi pompier volontaire, donc c'est aussi le jeune homme qui a donné les premiers soins, ce qui est totalement fou. Il était aussi musicien. Et un jour, je sais qu'il est en concert dans ma ville, il est en concert à Lyon, il vit à Lyon, il est en première partie de Mathieu Bogart. Et c'est marrant parce que hier, je ne sais plus quel écrivain a projeté quelque chose avec la musique c'est Victor Pouchet, avec la musique de Mathieu Bogart, me semble-t-il. Et donc je vais le voir en concert, et je me dis, je vais aller le trouver dans sa loge après le concert, et puis je lui dirai, bonjour, c'est moi, c'est vous, voilà. Je le vois en concert, je suis évidemment bouleversée, je demande à une amie dont je parle, Marie, de venir avec moi, et puis je ne vais pas le voir dans la loge. Le lendemain, je lui écris, on se rencontre dans un café, et cette rencontre nous a pris 10 ans à l'un et l'autre. Et c'est fou parce que c'était un musicien très influencé par Dominica, exactement comme moi, et en fait, on s'est trouvés l'un et l'autre, mis à part la différence d'âge, complètement en phase et complètement dans le même type d'existence, et au bout de la 2e rencontre, on parlait musique. C'est totalement fou, mais donc tout ça prend tellement de temps que je ne pouvais pas, ce livre-là, faire l'économie de cette folie qui est à l'œuvre, qui n'est pas véritablement une folie, mais on voit bien que de temps en temps, on devient obsessionnel sur un point de détail, mais vous savez bien que tout se loge dans les détails.
et notamment le diable, et puis on parle du détail qui tue, c'est vraiment ça. Et la littérature est là pour aller traquer ces moindres détails qui sont aussi comment on trouve le mot juste et comment on se réapproprie. En fait, l'idée de l'écriture de ce livre, c'est aussi enfin être capable de se réapproprier une histoire qu'on n'a pas choisi de vivre, qui fait partie de sa vie, et qu'on ne soit plus dominé par cette histoire. Parce que le simple fait de pouvoir mettre des mots les uns après les autres, c'est déjà être dans la construction et d'être au moins dans le choix. S'il y a une seule chose que j'ai choisie dans tout ça, et encore, c'est quels sont les mots que je vais mettre ensemble et de quelle façon. Et là, c'est déjà pour moi quelque chose de très important. Alors, il y a un passage que tu souhaitais lire, qui est un indécis. Ouais. Et là, c'est donc... j'introduis juste un peu. Donc, tu as publié ton deuxième livre, il va bientôt sortir, et on te propose d'aller signer normalement un service de presse à Paris, à une certaine date, je crois que c'est le 18 juin. Le 18 juin, ouais. Et puis, ça ne t'arrange pas. Parce que j'ai les clés à l'avance. Parce que tu as les clés à l'avance. Que je n'aurais pas dû très... avoir, ouais. Et grâce à l'amitié d'un notaire, etc., bon, tu as les clés à l'avance de la maison, et le fait d'avoir les clés va faire que le garage va être libre pour stocker la moto, etc. Et donc, tu remets une semaine plus tard ce fameux service de presse, et là, donc, tu passes une soirée avec une amie. Voilà, chez l'amie qui me loge à Paris. Donc, si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour. J'ai dit au revoir à Claude le lundi 21 juin en début d'après-midi après la signature de la vente chez le notaire. J'ai pris l'autobus jusqu'à la gare, puis le train comme prévu. J'ai passé la soirée chez Hélène comme prévu. Pendant le week-end à Lyon, où nous avions bricolé dans la maison, j'avais tout de même eu le temps de croiser une copine à Monoprix, dont le fils était dans la même classe que le nôtre et qui l'invitait à fêter ses 8 ans le mardi 22 juin après l'école. Cela arrivait fréquemment que les enfants s'invitent après 16h30, chez les uns, chez les autres. C'est aussi pour cela que j'avais voulu rester dans le quartier, pour cette camaraderie, cette fluidité, ces services qu'on se rendait, tout était facile. Claude n'avait donc pas besoin d'aller chercher son fils à l'école. J'avais complètement oublié de le lui dire. Nouveau joker. J'avais oublié, mais j'allais réparer cela. J'allais interrompre la conversation que nous avions chez mon amie Hélène, qui habitait près du centre Pompidou et que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'allais me lever du canapé sur lequel j'étais confortablement installée et dans lequel je dormirais une fois la nuit venue. J'allais demander si je pouvais téléphoner. J'attendrais qu'il soit 21h30, puisqu'à l'époque, vous vous en souvenez, à l'époque, le téléphone coûtait cher. Il y avait des zones de tarification, des horaires, un protocole qui rendait la vie parfois stupide, comme celui d'attendre près de l'appareil qu'on vous appelle, qu'une administration vous rappelle, que la personne dont vous étiez amoureuse vous rappelle. Nous étions embarqués dans une conversation dont je ne sais plus où elle nous avait menés. Sans doute Hélène parlait-elle de son nouveau travail de libraire ou de la femme qu'elle venait de rencontrer et qui provoquait chez elle des nuits tourmentées et des palpitations. À moins que nous soyons attardés sur les textes d'Olivier Cadiot qu'elle aimait ou sur le dernier album de Cat Power qu'elle venait de mettre sur la platine. Oui, il est probable que nous écoutions Moonpix. Peut-être parlions-nous de la nouvelle maison que nous venions d'acheter, Claude et moi, et des travaux que nous allions entreprendre, de cette maison dans laquelle nous avions prévu d'aménager 3 chambres à l'étage, dont l'une d'elles serait réservée aux amis, et qu'elle pourrait occuper quand bon lui semblerait. Lève-toi et appelle. Il est encore temps d'empêcher ce qui va arriver. Nous mangions des feuilletés qu'elle avait fait réchauffer, délicieux, et nous buvions du martini, je crois que c'était du martini rouge, par petites gorgées. Nous buvions et nous bavardions. Il était 21h30 passé, la fête de la musique battait son plein sous les fenêtres. J'apercevais dans l'angle du coin cuisine une pendule, et je pouvais surveiller l'heure qui avançait. Je me disais qu'il était encore tôt, que Claude devait être en train de coucher son fils. Je n'allais pas lui tomber dessus dès qu'il serait libre. Il aurait sans doute envie de se retrouver un peu seul, de fumer une Lucky Strike à la fenêtre, en écoutant l'un des nouveaux CD rapportés du bureau, en montant les basses. Il pouvait pousser le son jusqu'à 22h avant que la loi permette aux voisins de se plaindre.
c'était dans l'ancien appartement, ce qu'ils n'avaient jamais fait. C'était plutôt eux qui nous saturaient les oreilles de leur gymnopédie de Satie, jouée sur un piano sans sourdine, et surtout leur régulière querelle de couple, qui finissait toujours de la même façon, avec les sanglots de la fille qui filtraient par le plafond allégé en surface isolante, puisque, comme je l'ai précisé, nous en avions démonté les lattis. Quelque chose me retenait d'appeler, je différais. Je regardais en direction du combiné téléphonique sur l'une des étagères du bas de la bibliothèque, mais je ne parvenais pas à interrompre Hélène, qui me racontait des choses intimes sur son existence, sa nouvelle vie parisienne, ses émois amoureux. Je n'osais pas me lever et lui demander si je pouvais utiliser son téléphone pour joindre Claude. J'avais peur qu'elle trouve cela ringard, et même envahissant, qu'une fille, à peine éloignée depuis une poignée d'heures, éprouve le besoin d'appeler son compagnon. J'avais peur, sans doute, qu'elle me juge comme on juge parfois les couples hétéros, dont on dit aujourd'hui qu'ils sont hétéronormés, et qu'elle imagine que je ne pouvais pas me sentir libre, seule loin de lui, loin de celui qu'elle connaissait et appréciait par ailleurs. Ce qui ajoutait à ma crainte, qui n'en était pas une, mais seulement une vague sensation qui me traversait, était qu'elle croit que je me sente obligée d'appeler parce que j'avais un enfant, et qu'elle constate, ou plutôt vérifie, que les mères, séparées de leur progéniture, ne sont rien. Comme sur les couples hétéronormés, il court aussi des clichés sur les mères, qui ne sauraient pas vivre loin de leurs enfants, qui n'auraient aucun autre sujet de conversation que leurs gosses, d'autres préoccupations. Et il faut dire que cela n'est pas totalement faux. J'ai lu récemment un texte de la lacanienne Dominique Guillaumard dans La folie maternelle ordinaire, qui pose la douce question de savoir si l'on peut être mère sans être folle. Voilà, comme ça c'est dit. Hélène n'avait ni homme ni enfant. Je ne voulais pas la polluer avec ma possible folie maternelle qui me fournit après coup un début d'explication. Mais si je suis honnête, je ne voulais pas interrompre ce qu'elle me racontait de ces choses de l'amour qu'elle vivait et qui rendaient la soirée palpitante. Nous étions en pleine complaisance, en pleine régression de copines qui se retrouvent, et j'avais aussi simplement la flemme de me lever, une bonne grosse flemme. Je me disais malgré tout, maintenant tu appelles. C'était là, maintenant, qu'il fallait téléphoner. Ce coup de fil, je ne pouvais pas le deviner, ce coup de fil aurait changé le cours de notre existence. Puisque Claude, du coup, n'aurait pas pris la moto, il ne serait pas allé. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais qu'on se penche maintenant. C'est comment tu construis chacun de ces moments, chacune de ces conditions qui ont mené à l'irréparable. On l'a entendu, je crois, à travers cet exemple-là, c'est que c'est aussi l'occasion d'évoquer des choses qui sont différentes, qui ne sont pas uniquement dans la perspective de ce qui est. Oui. C'est-à-dire que c'est... Alors, ça va être un moment, par exemple... Pourquoi tu t'es prise d'immobilier à un moment donné qui a consisté à acheter d'abord un premier appartement pour des raisons que tu expliques. C'est une des raisons pour lesquelles le suicide du grand-père a pu avoir des conséquences. Quitter ce premier appartement, le revendre au profit d'un second, puis d'un troisième et d'une maison, enfin en quelque sorte, tout ça. Et donc à chaque fois, c'est l'époque qui est convoquée. Ça peut être même un moment politique, ça peut être aussi un moment culturel, musical, littéraire, etc. Donc chaque condition, chaque chapitre est l'occasion de brasser large et de convoquer aussi même toute une génération, toute une époque, voilà, et de la faire revivre. Et tout ce qui s'esquissait à l'occasion de ces moments-là dans la société, telle qu'on peut la connaître maintenant. Et pour terminer ma question, par exemple, dès le début, tu expliques que ce quartier, qui était un quartier censément vert, a changé de destination et peut être maintenant rasé par des promoteurs dans la perspective de faire de la spéculation immobilière. Bref, à chaque fois, il y a comme ça un background qui vient éclairer l'époque aussi. C'est un livre qui parle de la vie, en fait, de nos vies, de comment on vit, de comment on vit vraiment de façon très ordinaire, comment la musique a une place importante, comment
comment le rapport à l'école, le rapport aux copains, le rapport aux parents, le rapport de couple, ce que je disais, le fait d'habiter en province aussi, quand on a un éditeur à Paris, il y a un chapitre qui parle de ça. Qu'est-ce que c'est que d'être celui qui vit en province, qui doit prendre un billet de train, qui doit se loger à Paris, il y a toutes ces questions-là. C'est juste avant le téléphone portable, qui n'était pas encore généralisé. C'était encore les francs, comme je l'ai dit, 1999. L'époque n'a pas tant changé que ça, mais il y a pas mal de petits détails. C'est vrai qu'aujourd'hui, un simple texto, je sais qu'un simple texto aurait pu faire l'affaire. Et c'est vrai que de téléphoner, ça demande un conditionnement, une rupture avec la réalité dans laquelle on est engagé, ça demande quelque chose à l'autre. On voit bien la différence entre passer un texto et téléphoner. Je suis sidérée de cette chose-là aujourd'hui, où on téléphone beaucoup moins. Je ne sais pas encore répondre tellement à cette question, mais ce que je voulais faire, je crois, tu as dit revivre, je crois que je voulais aussi, enfin je ne voulais pas, mais ce que j'ai fait finalement, c'est faire un portrait de Claude. Le portrait d'un homme qui a une quarantaine d'années, qui vit, qui trouve ses sources d'énergie dans la musique, dans son quotidien de journaliste et de celui qui va au concert, qui rend des articles et qui roule à moto, mais ce que je dis, ce qui me frappe tout le temps aussi chez les êtres humains que nous sommes, c'est comment à un moment une personne peut être ce qu'on peut appeler un bon père de famille, attentif, prudent, etc. Et puis un punk à un autre moment qui tout à coup va faire quelque chose de totalement transgressif, va transgresser tout un tas de choses parce que c'est un des mystères de ce qui se passe dans le livre. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment nous ne sommes pas des êtres uniques, unifiés, enfin pas uniques, mais en tout cas unifiés et avec une seule façon d'être. On est à certaines époques de notre existence, ou même à l'intérieur d'une même journée, on est des personnes extrêmement différentes. C'est aussi un livre qui est le portrait d'une ville. Alors, il se trouve que ça se passe à Lyon, mais ça aurait pu se passer à Nantes ou à Paris ou ailleurs. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressée en retravaillant sur la trajectoire qu'a empruntée Claude en rentrant ce soir-là. Alors, on a parlé d'accidentologie il y a 2 jours avec Fabien, je ne sais pas s'il est là. Non, il est reparti. Il est reparti. Il disait, on en parlait après, que l'accidentologie, enfin les accidents concernent davantage la classe ouvrière que des classes plus bourgeoises. Et ce que j'ai découvert aussi en travaillant sur ce rapport aux accidents et à la statistique, c'est que les accidents les plus graves interviennent, contrairement à ce qu'on imagine, sur les trajets du quotidien. Vraiment les trajets les plus simples à propos desquels on ne fait plus attention, on ne porte plus attention. Donc cette trajectoire dans la ville m'a semblé extrêmement intéressante parce qu'il y a tout un tas de symboliques, c'est-à-dire quand on n'a pas la réponse à sa question, c'est-à-dire pourquoi c'est arrivé, on essaye de trouver du sens. C'est surtout ça, le début du deuil, c'est l'absence de sens et c'est la question intolérable qui fait que le deuil n'est pas possible tant qu'il n'y a pas des éléments de sens auxquels on va pouvoir s'agripper. Et l'endroit de l'accident, c'est devant un hôtel qui s'appelle le Reine Astrid, dans les beaux quartiers de Lyon, au boulevard des Belges. Et le Reine Astrid, donc j'enquête sur qui était la Reine Astrid, etc. Et je me rends compte qu'elle est morte dans un accident de voiture à 23 ans, au bord d'un lac suisse, près des 7 cantons, là où vivait Fischli-Weiss. Enfin, moi j'adore ça, c'est-à-dire que tout à coup, comment tout est relié. Et je me dis finalement, tomber au pied d'une reine, ça n'a aucun sens et c'est pas de la folie, mais en même temps, c'est quelque chose qui permet de trouver en quelque sorte comme des partenaires. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre être victime, une victime collective, les victimes qui ont un lien avec l'histoire. Personnes mortes dans un bombardement, les personnes mortes en déportation, les personnes la guerre d'Algérie, enfin tout un tas le collectif permet à la mort d'avoir des partenaires qui partagent un sens avec vous, puis un sens face à l'histoire avec un grand H. Alors que quelqu'un qui glisse sur une peau de banane ou qui se plante bêtement en moto,
ça génère de la solitude, vraiment de l'isolement et presque de la... C'est pas de la honte, mais c'est presque comme une gêne devant une mort qui vraiment n'a pas de sens et qui ne peut pas exister. Donc de trouver que la reine Astrid, que l'accident a lieu au pied de cet hôtel Reine Astrid est quelque chose, c'est pas que ça m'a réconfortée, mais ça m'a permis en tout cas d'écrire un chapitre qui concerne la Reine Astrid, où il y avait le musée Guimet aussi, donc j'ai enquêté aussi auprès d'Émile Guimet, qui était cet explorateur, etc. Et tout ça donne la configuration d'une ville, des lieux, enquêter sur la façon dont les feux sont organisés, les feux rouges dans une ville, parce que la question du feu a un rôle très important à jouer aussi. Et tout ça redonne du sens parce qu'on comprend comment on vit collectivement dans un lieu qu'on partage avec chacun à sa place, le médecin, le banquier, l'instituteur, le pompier, le sociologue, le notaire, l'écrivain, et en se rendant compte que finalement, peut-être il n'y a pas de si. Alors, il y a quand même une chose qui m'a traversé l'esprit en le lisant et qu'on peut avoir aussi entendu à travers ce que tu as lu, c'est presque l'occasion d'exprimer un sentiment de culpabilité. On l'a vu, si tu t'étais levé et si tu avais passé ce coup de fil, il n'aurait pas eu à prendre sa moto. Si tu n'avais pas souhaité acquérir cette maison qui était tout à fait hors de portée, a priori, si tu n'avais pas insisté pour avoir les clés, et je dis bien toi-même, puisque tu racontes ça, voilà. Est-ce que je me suis dit, est-ce que finalement, c'est pas... Alors que c'est justement quelque chose qui t'échappe totalement, l'enchaînement des circonstances t'échappe complètement. C'est une façon de te remettre dans le jeu, mais pour la mauvaise part, d'une certaine façon. Oui, alors en même temps, avec les années, j'ai fini par comprendre qu'il n'y avait pas de mauvaise part, justement, que chacun avait joué un rôle, parce qu'on vit avec des autres, on vit avec des amis, avec une famille, dans une ville, on vit dans des espaces collectifs, et forcément, chacun a un rôle à jouer. Denis R, qui devait ramener la 2 chevaux à son père, quand je l'ai rencontré dans ce café, il m'a dit « mais je ne devais pas ramener la 2 chevaux aujourd'hui, je devais la ramener à la fin des vacances ». Puis je me suis dit, j'ai anticipé, voilà. Et ça veut dire que la responsabilité de nos existences sont un partage et que chacun n'y peut rien, c'est-à-dire qu'on fait, à partir du moment où chacun a fait de son mieux, il n'y a rien à reprocher à personne. Moi, le coup de fil, ça a été plus difficile parce qu'objectivement, j'aurais dû passer ce coup de fil, mais je sais que finalement, ça aurait sans doute rien changé et ce n'était pas tellement la question. Mais c'est aussi vraiment une façon de comprendre pourquoi on dépend des autres et pourquoi on vit en interaction avec les autres en permanence. Et le livre dit surtout cela. Ça n'a pas du tout été difficile. À aucun moment je me suis accusée, et j'ai vécu dans la culpabilité. Sinon, c'est pas possible de continuer à vivre. Je pense qu'il y a d'autres situations, il y a sûrement des situations extrêmement douloureuses et compliquées où il y a des responsabilités très claires et très... encore que, voilà, la motivation de chacun est toujours une énigme pour soi-même et pour les autres. Alors, quand même, comme tu le disais il y a quelques instants, c'est l'occasion de faire un portrait de Claude, et un beau portrait de Claude, détailler ses passions pour la musique, pour la moto, mais même pour son propre métier aussi, quand même. Hein. Voilà, puis le fait d'écrire des textes, etc. Et je me suis dit, mais finalement, toutes ces années après, ce serait peut-être la preuve du contraire de ce qu'elle nous a dit jusque-là, Brigitte. C'est qu'en fait, l'amour, c'est pas si surestimé que ça. Ah. Alors, le titre du recueil de nouvelles, L'amour est très surestimé, ce sont 11 petits textes qui parlent de l'amour et surtout de la fin de l'amour, dans le cas de rupture, mais aussi il y a 3 textes qui concernent la fin de l'amour parce que l'un des deux meurt. Donc il y a déjà 3 textes qui sont en lien avec la mort. Pour moi, le mot surestimé, donc ce titre que j'ai emprunté à Dominica, voudrait dire, c'est-à-dire qu'on y met tellement tout, enfin moi en tout cas j'y mettais tellement tout, et je crois que j'y mets encore tellement tout, que la déception
où la douleur, ou le chagrin, ou le manque est à la hauteur de l'exaltation dans laquelle j'ai pu vivre autour de cette question amoureuse. Et donc le surestimer, moi, quand je voyais, en fait j'ai écrit le livre aussi en étant entourée d'amis qui étaient en train de vivre des ruptures, puis des histoires de garde partagée, d'enfants, de tout un tas de choses terrifiantes. Et je voyais tous ces amis, mais dans des chagrins tellement profonds, je les voyais mais souffrir, je voyais de la souffrance à l'œuvre. Et le surestimer, qui est aussi ce que dit Dominica dans sa chanson, vient aussi de ce sentiment-là, c'est-à-dire tout ça pour ça. Voilà, le surestimer vient de là, mais j'en crois pas j'y crois pas du tout, évidemment, et je pense que Dominique non plus, mais c'est un clin d'œil, c'est une façon de se moquer de soi-même aussi, et dans le texte, l'amour est très surestimé. Il y a aussi un des 11 textes qui revient sur l'affaire Cantat-Trintignant. Je l'ai publié quelques années après. Donc il y a ce texte-là qui fait aussi irruption et qui re-questionne la question amoureuse au sens large d'une façon plus très très douloureuse pour le coup. Bien, et puis peut-être pour terminer cette conversation, parce qu'il faut bien qu'elle ait une fin, justement, tu vas nous lire pratiquement la fin du livre, enfin, ouais. qui est comment dire, le moment après quoi. Voilà. Après tout ça, toutes les conditions se sont exercées qui ont mené au drame, et c'est après, et le chapitre s'appelle l'éclipse. L'éclipse, c'est un tout petit chapitre, voilà. Tout le monde parlait de l'éclipse. Tu n'aurais pas imaginé. Chacun cherchait les lunettes appropriées pour regarder le soleil, supposé disparaître derrière la lune en pleine journée. Il n'était question que des lunettes qu'on pouvait trouver dans les bureaux de tabac, à Monoprix, encore, sur les stands du marché. Les lunettes homologuées et les autres, des contrefaçons qu'il fallait éviter sous peine de se brûler la rétine. L'éclipse occupait ce dernier été du siècle. C'était une dernière fois l'été, une première fois l'été sans toi. Paco Rabanne annonçait la fin du monde avec le crash de la station Mir sur Paris, et je lui étais reconnaissante d'apporter enfin une nouvelle qui me concernait. Je voulais le croire, je voulais lui donner raison, nous serions tous enfin engloutis, tous égaux, mais je ne pouvais confier à personne cette mauvaise pensée. Le 11 août, je n'avais rien de prévu, pas plus que le 10 ou le 12, la semaine désespérément vide. J'entrais dans cette longue plage de temps comme si j'avançais dans un vaste terrain vague. C'était la quinzaine où Théo était en colonie de vacances. Je ne savais pas s'il fallait maintenir son séjour à la campagne ou annuler, s'il fallait rajouter du désordre à la folie. Notre vie était devenue une telle anomalie. Qu'aurais-tu fait à ma place ? Tout se justifiait, et comme j'étais seule à décider désormais, je ne parvenais pas à avoir une pensée claire. Je ne changerais rien à ce qui avait été prévu. On avait mis tant de soin à choisir ce séjour. J'avais glissé dans le sac de Théo les fameuses lunettes. On aurait au moins ça à raconter, puisque la chose énorme qui nous frappait nous laissait sans mots. Quand il regarderait l'éclipse, peut-être penserait-il à moi qui verrais la même chose que lui et moi reliés au même instant, perdus au cœur du système solaire. Il penserait sans doute à toi, son astre qui disparaît derrière la lune. Je m'étais levée si tard que le soleil était déjà haut et l'éclipse était programmée pour 11h22. J'avais besoin de ce chiffre 22 qui revenait. J'ai démarré la voiture après être restée exagérément longtemps sous la douche. J'ai franchi les kilomètres qui me séparaient de la maison de mes parents, sans allumer l'autoradio. Je ne pouvais plus écouter de musique. Je comprenais Marguerite Duras qui disait à quel point la musique pouvait la dévaster, ce que j'avais jusqu'alors pris pour une déclaration un peu poseuse. Autoroute, vacanciers, remorques, bateaux à moteur, couple, enfants, la vie qui coule comme d'un robinet d'eau tiède, la vie des autres. J'avais 36 ans et j'allais chez mes parents pour regarder l'éclipse. J'espérais que Paco Rabanne avait raison.
Drôle d'animal ce Paco que j'aimais soudain. Lui aussi avait perdu son père jeune, fusillé par Franco. Je me disais que si Paco Rabanne était arrivé, Théo devrait y arriver. Je pensais par association d'idées, ça me traversait n'importe comment, un père fusillé, et 20 ans plus tard, l'enfant devenu adulte signait un défilé avec ses 12 robes importables, faites de métal, de verre, de cuir, qui révolutionnaient l'esthétique. L'enfant devenu couturier était le premier à faire défiler des filles noires. Il emmerdait le monde, ce Paco, qui commençait à sortir de son corps à l'âge de 7 ans pour faire des voyages astraux dans lesquels il vivait d'autres vies, toutes extravagantes, d'autres vies que celles qu'il avait jetées dans les camps d'Argelès avec sa mère médium et le fantôme de ce père absent. En cet été, tout le monde se moquait de Paco Rabanne. Bien sûr qu'on avait envie de le tourner en ridicule. Un type qui se prétendait basque, descendant des Atlantes, qui annonçait la destruction de Paris et la fin du monde parce qu'il se fiait aux prédictions de Nostradamus. Un type qui affirmait que l'année 1999 serait le moment de la grande explosion. Il y en avait un paquet que cette prophétie n'arrangeait pas du tout, mais alors pas du tout. Alors que moi, ça me libérait, je priais au volant de ma voiture pour qu'à 11h22, le ciel s'assombrisse, puis soit de plus en plus noir et menaçant, mangé par les ténèbres et bientôt par un brasier qui ferait flamber la terre comme une torche. J'aurais juste voulu avoir Théo contre moi. Mon père a surgi derrière le portail, fébrile, alerté par le bruit de la 106. Il a consulté sa montre et m'a pressé. Pas question de prendre un café ni de se laisser tomber dans un fauteuil. Pas question de se demander comment on va. De toute façon, ça, on n'y arrivait pas. Il m'a tendu les lunettes qu'il avait prévues pour nous trois, distribuées avec son abonnement au Progrès, et nous a obligés à nous tenir debout sur la terrasse, ma mère d'un côté et moi de l'autre. Nous apparaissions comme des personnages peints par Edward Hopper, figés devant le paysage, un peu raides et empruntés, en attendant que le spectacle commence. Je n'avais pas regardé vers l'horizon depuis le jour de l'accident, effrayée par la beauté qui m'était devenue inaccessible. Ma cousine m'avait emmenée à Giverny en juillet pour que je reprenne mon souffle. J'avais essayé d'apprécier les nymphéas, tout ça. J'étais encore en plein déni. Je percevais le monde comme à travers une vitre. C'était le début d'un long parcours où j'aurais la sensation de voyager, assise à côté de moi. Tu étais peut-être dans le ciel après tout, comme l'avait dit la tante Olivia à Théo le jour de tes obsèques. Ton papa va monter au ciel. Théo avait dû avaler des phrases comme ça, pendant qu'on me glissait à l'oreille « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Mais je scrutais le ciel, bien plus que je n'aurais dû, et heureusement mes lunettes de carton me protégeaient. Les voisins se sont installés dans leur potager et ont fait un signe à mes parents. Un vol d'hirondelles a plongé en piqué avant de disparaître. Un chien a aboyé jusqu'à gémir de plus en plus faiblement. Tout est devenu silencieux. Tout était lourd et inquiétant. La chaleur de la terrasse a reflué et l'ombre a gagné. J'ai senti le chaud qui se changeait en froid, comme si le sang se retirait de mes veines et de mon corps tout entier. Merci infiniment, Brigitte, pour ce présent, pour ce cadeau que tu nous fais en nous faisant découvrir, vous faisant découvrir son livre en avant-première. Alors, bien sûr, vous ne pouvez